Bonsoir, bienvenue sur meta.tv en direct, en plus avec spéciale soirée en bisso à bisso entre nous, la libre antenne, voilà, vous connaissez le principe, comme d'habitude, grand bonjour à la régie, grand bonjour au modérateur et évidemment, grand bonjour à tous les métanautes connectés, les fidèles, les New Jack, voilà, parce que bon, il y a de toutes les espèces là, un peu, voilà, il y en a qui arrivent, les nouveaux arrivants, voilà, t'as les anciens, t'as même les ex, il y a les ex qui reviennent, enfin bon, tout ce monde-là, bonjour à tous, bienvenue en tout cas sur la libre antenne, bienvenue sur meta.tv pour émission spéciale actualité décryptage. Alors, je répète maintenant, hein, parce qu'il faut que ça rentre chaque début d'émission. Voilà, ceux qui veulent poser des questions et qui regardent les vidéos en replay, qui demandent toujours, c'est simple, il faut vous connecter sur le site. Et sur le site, vous posez les questions directement. Alors évidemment, quand c'est en direct, parce qu'ils posent des questions, des fois, voilà, le dimanche après-midi et tout, machin et tout, il est prêt, bon. Mais c'est quand c'est, alors, en direct, là, vous pouvez poser des questions, vous inscrivez sur le site meta.tv, vous ouvrez un compte, c'est tout simple, voilà, petite manip, on vous envoie un mail, et puis après, vous pouvez vous connecter et poser des questions, et rencontrer éventuellement d'autres métanautes, voilà, aussi, parce qu'ils sont nombreux et ils viennent de toute la France, voilà. Et le monde entier, que dis-je, la France, l'univers même, là. Il y a même quelques reptiliens, si vous allez chercher bien, vous allez en trouver aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est très ouvert, voilà. En tout cas, plus sérieusement, ce soir, actualité, on va forcément débriefer ensemble tout ce qui se passe. Hein. Actualité, vous êtes comme moi, on suit la campagne, on voit les rebondissements, c'est comme un bon ou un mauvais feuilleton, une bonne ou une mauvaise série. C'est un peu, des fois c'est du Game of Thrones, des fois c'est du Walking Dead, des fois ça dépend. Ça dépend des jours. En tout cas, chaque jour a son lot de révélations. Il y a Fillon, il était dans le viseur, vous l'avez bien vu. Fillon, il est pas sorti d'ailleurs, parce qu'il y a encore des révélations aujourd'hui avec un prêt qu'il n'aurait pas déclaré à l'époque, avec un autre gars qui est cité dans le même truc que des emplois de sa femme. Enfin bon, ça n'en finit pas. On est dans un feuilleton judiciaire absolument incroyable. Alors, il y a l'histoire, évidemment, vous savez, cette affaire de parlementaires et d'attachés parlementaires qui rémunèrent sa femme, ses enfants, c'est commun, c'est courant. On l'avait expliqué ici même avec Philippe Pasco, voilà, et sur son livre, ou dans son livre dans lequel il vous détaille tout ça, il vous donne des noms, etc. Mais le fameux parquet national financier aurait dû s'emparer de l'affaire. Parce que c'est vrai que ce parquet national financier, donc, qui est derrière toutes ces affaires politiques, ça est une institution qui a été créée en 2013 par Hollande, suite évidemment à l'affaire, retentissement de l'affaire Cahuzac, et qui avait pour mission donc qui a toujours, je dis qui avait, qui a pour mission encore à l'heure actuelle de remettre de l'ordre dans la vie publique et d'empêcher toute forme de corruption. Voilà, en gros c'est un peu ça qui est l'objet. Et donc il y a une certaine Eliane Houlette qui a sa tête, qui est une proche de Christiane Taubira, même une intime, à ce qu'on dit, de Christiane Taubira, et donc qui dirige ce fameux parquet, et qui a diligenté un certain nombre d'enquêtes auprès des responsables politiques. Et c'est eux qui sont à la manœuvre derrière cette affaire qui concerne Fillon, mais aussi la même affaire qui concerne, enfin la même affaire, le même genre d'affaire avec Marine Le Pen. Vous savez qu'elle aussi, pareil, il y a cette affaire, alors le tweet de Daesh, que je trouve, bon, là, franchement, c'est pareil, c'est pas une question de prendre la défense systématiquement du Front National, mais quand même, faut quand même admettre que Marine Le Pen, elle est convoquée parce qu'elle a mis un tweet d'une photo de Daesh qu'on retrouve partout sur Internet, qui est horreur, Daesh, tout ce que vous voulez, vous allez trouver tout un tas de photos, donc voilà, des photos qui sont que je dirais à disposition du public, en tout cas visibles partout et par tous. Et donc, elle est condamnée, on lui demande de s'expliquer sur les photos, parce que alors, en plus, on a expliqué, répondu à ce qu'avait dit, Jean-Jacques Bourdin dans son émission, qu'il avait dit que Daesh et, en gros, le Front National, c'était la même chose, etc. Propos quelque peu quand même pour le peu déplacé, quoi. Je veux dire, même, je veux bien admettre, même ses pires adversaires
on va pas dire quand même c'est la même chose, quoi. Je veux dire, là, enfin bon, je sais pas. Et là, tout d'un coup, donc, elle se retrouve poursuivie, machin, harcelée pour avoir mis des photos de Daesh, machin, etc. Je sais pas c'est quoi, c'est apologie de terrorisme. Non, c'est un peu, voilà, je trouve vraiment un peu ridicule, quoi. En tout cas, pour ma part, voilà, très objectivement, voilà, de poursuivre. Il y a un acharnement, de toute façon, judiciaire, qui tombe pile poil dans le calendrier, il faut bien avouer, qui jette comme ça un pseudo-discrédit. Je sais pas si c'est... Ça sent la magouille quand même, ça sent, il y a une petite tambouille derrière. Alors je sais que les politiciens, ils ont quand même l'habitude de crier au complot un peu facilement. Vous avez vu Denis Baupin, lui aussi, il crie au complot, hein, dans son affaire de harcèlement. Il compte porter plainte, maintenant à son tour, il va porter plainte contre les Verts. Donc eux, ils crient très facilement au complot, c'est vrai, lorsque ils se retrouvent très trempés dans ce genre d'affaires. Voilà, le cas de Fillon, c'est vrai que d'un point de vue comment dire, légal, bon, reste à démontrer. C'est vrai que si sa femme, elle a vraiment travaillé ses enfants, c'est vrai qu'on peut en douter assez objectivement, mais bon, ça reste, de toute façon, du domaine d'une pratique que beaucoup ont fait, et qui serait temps peut-être de nettoyer. C'est vrai qu'on a, on a vraiment un truc dans nos institutions où voilà, il y a un peu un gaspillage d'argent public, mais à un point de vue phénoménal, des gens qui bon, bah, se permettent un peu tout, et c'est vrai qu'il faut remettre des règles là-dedans, il faut vraiment, vraiment, vraiment que les Français s'emparent de leurs institutions pour changer les règles des institutions politiques. Si on veut remettre de la probité là-dedans, de l'honnêteté, et puis aussi pour que les gens puissent voilà, avoir confiance, parce que c'est vrai que comment avoir confiance dans ces responsables politiques quand ils sont, on le sait, voilà, hein, avec certaines pratiques comme ça, bon, on embauche ses enfants, sa femme, bon, c'est vrai que c'est le truc. Remarquez d'un point de vue communautariste, or, tous les gens qui nous regardent, qui défendent l'idée communautaire de la société, ne devraient pas être choqués, parce que là, pour le coup, c'est assez cohérent. Maintenant, c'est vrai que du point de vue moral, on dit, bon, bah, sa femme, elle travaille, elle touche beaucoup d'argent, est-ce qu'elle fait vraiment le boulot? Bon, lui s'en défendra, c'est vrai qu'on peut en douter. Mais il y a un truc quand même, c'est vraiment au niveau du calendrier, quoi. C'est quand même étonnant que cette affaire, elle tombe là, précisément, paf, tout sort sur Fillon, le mec, ça faisait quand même 36 ans, comme il dit lui-même, qu'il est... Hein, il avait commencé depuis très longtemps, depuis les années 80, c'était le plus jeune député apparemment de France quand il arrivait à l'Assemblée nationale. Et tout d'un coup, il se retrouve effectivement avec tout un tas d'affaires, machin, pour sa tombe à point nommé. Bon, peut-être le destin, hein, c'est le sort, le mektoub, hein, comme on dirait, mais en tout cas, ça arrange bien les affaires. D'autres, parce que pendant ce temps-là, il y en a un à qui ça fait beaucoup de place à droite, c'est Macron, hein, qui, lui, tire les marrons du feu. Alors, alors là, c'est vrai, on est dans une... Alors, avec Macron, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, c'est quand même voilà, l'organisme créé médiatiquement, c'est un OCM. Et ce mec-là répond totalement, pour moi, à toutes les valeurs et tout ce qu'il défend, tout ce qu'il inspire. On comprend bien que à la fois Macron, c'est quelqu'un qui est bah, voilà, de ce grand libéralisme économique mondialiste, libertaire et donc mondialiste culturel, hein, jusqu'au point de négation même de la culture française. D'ailleurs, on touchera un mot après de ça, parce que évidemment Macron n'est plus à une contradiction près, mais il est vraiment l'archétype de ce que les gens veulent nous vendre à travers lui, donc un produit qui a été créé par les médias, qui nous est vendu sous toute couture, bien sous toute forme, jeune, beau, dynamique, qui sont ses seules qualités, puisqu'on nous explique qu'il n'a pas de programme, on nous explique qu'il nous le dit lui-même, l'inexpérience et son immaturité politique, c'est sa force. Bon, il est le candidat de l'oligarchie, soutenu par absolument tout le monde, toutes les télévisions, tous les patrons du CAC 40, tout ce que vous pouvez trouver d'Alain Minc, de Jacques Attali, vous voyez, de ces gens qui se trompent jamais, vous savez, les grands gourous, nos grands prédicateurs médiatiques qui sont tous derrière Macron. Aujourd'hui, il y a eu encore, alors on avait vu Bayrou qui l'avait rejoint, hein, Bayrou, de toute façon Bayrou qui est un peu foutu politiquement, enfin foutu, on s'entend bien, Bayrou, c'est quand même celui qui a appelé à voter Hollande, qui avait appelé à voter Ségolène Royal contre Sarkozy en 2007, enfin qui clairement avait fracturé son camp déjà à l'époque, puisqu'il avait fait partir tous les centristes, vous voyez, qui avaient rejoint Sarkozy, qui avait créé le nouveau centre, qui est devenu UDI, bon, ça balbutie, mais de toute façon, le centre est à droite, hein, vous savez, vous connaissez, il y a la formule de Mitterrand à l'époque, hein, le centre, c'est ni à gauche,
ni à gauche. Voilà. Le centre, voilà, il est de ce côté-là. Bon, Bayrou, lui, il a voulu gauchiser, je sais pas ce qu'il est venu, il a voulu... Et en tout cas, il s'est éclaté tout le monde, il s'est coupé avec tout le monde, il reste plus grand monde autour de lui, ouais, Marielle de Sarnez, voilà. Tout le monde est un peu parti, même Jean Lassalle, vous avez vu, c'est un électron libre, il est même plus sur ce logiciel du modem, donc quelque part, il est très isolé, Bayrou est parti avec Macron, quoi, c'est quand même extraordinaire, donc bon, pour gagner certainement une petite tambouille politicienne, on a vu la tambouille UDI et LR, donc on imagine, il y a eu la même tambouille Bayrou avec Macron pour se négocier sur des partages de circonscriptions, des listes certainement où il y aura des mecs du Modem qui vont être présents sur ces listes En Marche, ou peut-être des listes En Marche Modem, ou peut-être qu'il n'y aura pas de candidat En Marche, et un candidat du Modem qui sera soutenu par En Marche, etc. Enfin, vous voyez, c'est comme ça que ça se présente. Donc voilà, tout ça, c'est de la tambouille. De toute façon, Bayrou, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait présenté lui-même, c'est une blague, je veux dire, dans ce jeu des présidentielles, il aurait été complètement inaudible. Il y a des candidats à la Bayrou, il y en a à l'appel, justement, il y a Macron, précisément, qui lui a beaucoup plus le vent en poupe, on miserait beaucoup plus sur lui. Donc il a sombré, voilà, dans ce petit jeu politicien. Alors, on sait que Macron, et c'est ce que je vous dis, ça, c'est quand on verra Hollande soutenir Macron, alors peut-être explicitement, implicitement, je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais je ne crois pas qu'Hollande, de toute façon, il va soutenir Benoît Hamon. Hein. Faut pas rêver à ce stade-là. Parce que, quoi, il va soutenir le mec qui l'a flingué, entre guillemets. Bon, c'est pas Benoît Hamon qui a flingué Hollande, mais il fait partie des frondeurs, il est dans le camp d'en face, il fait partie des mecs qui ont eu sa peau, quoi. Lui, il faut l'imaginer quand même dans son château, c'est un peu César, hein, et le coup de poignard, sont tous ses anciens ministres, tous ses proches, etc. C'est eux qui l'ont acculé, et dans la position dans laquelle il était, c'est-à-dire il s'est retrouvé en position de ne plus pouvoir se présenter à l'élection. Quand même la honte suprême. Hein. D'ailleurs, il a dit son dernier cheval de bataille, ce sera battre le FN. C'est complètement, d'ailleurs, antidémocratique de part, parce que bon, c'est quoi? Il va mettre tous les moyens de l'État, etc. Je veux dire, Hollande, voilà, il prend la sortie, il devrait se la jouer un peu plus, je trouve, que basse, parce que quand on n'est même plus en mesure de se représenter devant les Français après avoir effectué un mandat, c'est qu'on a été vraiment au fond du trou et qu'on a été lamentable. Donc, évidemment qu'il a été lamentable, c'est son propre camp qui lui a fait sentir et qui l'a mis dans cette position. Donc voilà, on va pas voir de sitôt, je pense, Hollande soutenir Hamon, mais plutôt, moi je vois bien Hollande soutenir Macron et mettre le coup comment dire, le coup, vous savez, comme le Matador, hein, le coup d'épée finale qui va aller tuer le taureau PS à la fin, en partant en plus. À la fin, il ferme les lumières, il part, et c'est le nouveau président qui arrive. Lui, il s'en fout. Ils n'auront plus qu'à s'écharper sur la carcasse pour l'année à venir. Mais voilà, je le vois gros comme une maison. En plus, on a vu, il y a Jean-Yves Le Drian qui est déjà derrière lui, donc Jean-Marc Ayrault, Ségolène Royal, Delanoë. D'ailleurs, ça fait... c'est vraiment du hollandisme recyclé, hein, Macron. Hein. C'est de l'OCM, mais c'est aussi de l'OHM. Hein. C'est du hollandisme modifié, parce que finalement, c'est Hollande qui l'a créé, c'est une créature qui est apparue sous Hollande, et puis il nous refait le même, quoi, parce que quelle est la différence entre Hollande et Macron? Il n'y en a absolument aucune, ils sont absolument sur la même ligne, qu'on m'explique quelle est la différence. Ils veulent, simplement Macron veut aller encore plus loin dans ce libéralisme total, cette dérégulation économique, à laquelle Hollande, lui, il n'a pas plu parce qu'il y a eu plein de pression qui l'en a empêché, etc. Mais bon, il a déjà fait ce qu'il a pu, hein, il nous a fait passer la loi El Khomri, etc. D'ailleurs, la loi Macron elle-même, bon, voilà, il a réussi à faire ce qu'il a pu, mais Macron, lui, il ira encore plus loin, puisque vous voyez bien ce qu'il nous propose. Il veut faire un gouvernement économique de la zone euro, avec un ministre des Finances européen qui aura prérogative et autorité sur les ministres nationaux. Autant vous dire, bon bah voilà, on place, vous prenez les clés, vous les donnez carrément, là, vous n'avez plus rien à dire à l'Union européenne. Moi, je pense que si on a Macron président, la France, hein, c'est quasiment terminé, puisqu'on va plonger vers le fédéralisme, on va aller encore plus loin, je veux dire, ça servira plus à rien, les élections
l'élection présidentielle, ce sera un président d'opérette, comme vous élisez un chanteur dans une émission de Star Academy, mais il n'aura pas plus de pouvoir que ça si c'est un gouvernement européen qui dirige, hein. Faut pas rêver. Donc avec Macron, on va arriver à ça. Macron, il est complètement, en plus, vous voyez bien, sa négation de la culture française. C'est quelqu'un qui nous a expliqué, donc la culture française, elle n'existe pas, voilà, puis les revenus, puis il nous a dit non, elle est diverse, puis enfin, on n'y comprend rien. Moi, hier, j'ai vu Macron, il était en déplacement au Muro pour aller voir des associations, et puis il leur a expliqué, oui, on va faire une offensive culturelle dans les quartiers. Alors là, les journalistes auraient dû interpeller, mais de quelle culture, monsieur? De quoi parlez-vous? Puisque déjà, si c'est pas la culture française n'existe pas, c'est quoi cette offensive culturelle? Et puis, c'est quelqu'un qui est quand même assez surréaliste. Il va y avoir cette association, donc je vous décris la scène, il y avait c'est au Muro, il y a des gens qui sont là, donc qui présentent le travail qu'ils font d'assimilation. Je mets des gros guillemets sur assimilation, et pour cause, puisqu'ils nous expliquent qu'ils reçoivent un public à qui ils apprennent le français, ils disent à qui on veut transmettre nos valeurs françaises et la culture française. Mais attention, et ils s'empressent de préciser, sans jamais, on ne veut pas qu'ils oublient leur culture. Hein. Et il nous a expliqué avant que la majorité des gens qui venaient dans cette association étaient africains et ne parlaient pas français. Et qui venaient donc pour leur apprendre à la fois le français, mais attention, ils ne voulaient surtout pas qu'ils changent leur culture, ils ne voulaient surtout pas s'attaquer. Hein. Ils disaient, oh non, on veut surtout qu'ils restent les mêmes. Ce qui est un peu aussi contradictoire. C'est-à-dire qu'on demande à des gens de vouloir s'assimiler, on les explique que non, ils vont s'intégrer à la culture française, mais en conservant leur propre culture. C'est un peu antinomique. À la fois, je vais conserver ma culture et à la fois, je vais m'assimiler à une autre culture. Mais non, en conservant ma culture, c'est pas possible. C'est s'assimiler et bien adopter aussi la culture de l'autre. Sinon, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de oui, je prends ma culture. Dans ce cas, j'impose ma culture à l'autre. Hein, ça, on verra en deuxième partie. Mais c'est vraiment ça. Et donc, Macron, lui, il est sur ce logiciel libertaire. Il est complètement donc sur ce mode, il parle d'ailleurs d'une prime de 15 000 € qui serait donnée aux gens des quartiers, c'est que c'est dit comme ça, hein, aux gens des quartiers, s'ils trouvent un emploi. Alors le mec maintenant qui se lève le matin, qui trouve un job, putain, s'il habite à Aubervilliers, il prend 15 000 €, et s'il habite à Limoges, pas de cul, mec, non, t'auras pas 15 000 €, quoi, voilà. C'est quoi cette vision des choses? Et après, on me parle, ouais, il est pour la discrimination positive, ça, il n'a pas arrêté de le dire, vous savez, ça, c'est le concept de l'affirmative action, complètement des concepts américains. Macron nous importe encore plus, nous emmène dans l'américanisation la plus totale, hein, de la société. C'est exactement... je veux dire, d'ailleurs, la France n'existe pas à ses yeux. Hein. Vous écoutez les discours de Macron, de toute façon, il ne vous parle pas de France, il vous parle de République. Écoutez vraiment bien, il vous parle de la République. La République, la République, la République. Hein. La France, pour lui, c'est une idée vague, hein, comme Hollande, hein, c'est une idée, on met ce qu'on veut, voilà, c'est un récipient vide, voilà, on ne sait pas trop d'ailleurs. Et donc... voilà, Macron, donc il a clairement donc ses positions, il nous explique, voilà, il va donner 15 000 €. Bon, je sais pas trop comment ça va se passer, tout ça, si c'est vraiment, si c'est fait pour encourager, oui, c'est une forme d'encouragement, mais est-ce que ça règle le fond du problème? Est-ce qu'on va au fond du problème philosophique que toutes ces questions, elles impliquent? Moi, je ne le pense pas. Hein. Pour moi, c'est une espèce de saupoudrage, une espèce de démagogie. Alors, il est très pro-Union européenne, quelque part. Il ne ment pas. C'est pour ça que je vous dis, il est en adéquation avec sa promesse marketing. Vous savez qu'en termes de marketing, votre produit doit avoir une promesse. Il y a une promesse produit qui est faite, hein, et en politique, puisqu'on peut faire des parallèles qui sont bien souvent pertinentes, la politique, le marketing, et ben, on voit que c'est à peu près pareil. D'ailleurs, je dis, les hommes politiques sont entourés de gens du marketing autour d'eux, hein, les conseillers en com, etc., qui maîtrisent parfaitement ces sujets-là. Et donc, la promesse produit de Macron, elle correspond quand même au bonhomme. Il est un banquier qui incarne justement ce libéralisme décomplexé, l'amour de l'argent, etc. Il incarne cette réussite, il est jeune, dynamique, il rompt complètement avec le schéma
classique politique, mais en quoi ils iront avec ce schéma classique politique, mais par son parcours, justement, il n'en a pas de parcours politique. Donc les mecs qu'on pouvait un peu avoir... Non, lui, il est passé banquier, gouvernement, et voilà, présidentiel. Et quand on lui explique, ah non, non, moi, le parcours élu, aller se présenter devant le public, aller machin, ça c'est désuet. Vous savez, c'est un peu, si je fais un troisième parallèle avec la musique, qui ressemble beaucoup, hein, le show business, bah, c'est comme l'artiste qui vient, lui, il passe directement, vous voyez, de l'artiste à TF1. Voilà, il a jamais fait de concert, et quand on lui dit, mais tu vas faire un concert devant le public, non, je m'en fous, tout le monde m'aime, j'ai pas besoin de faire un concert devant le public et tout, machin. Bon, voilà, c'est un peu le même parallèle. Et est-ce que ça va réussir à prendre, parce que ça prend hein, pour certains artistes, ça prend peut-être pour certains hommes politiques, on va voir. Moi, je sens de toute façon qu'on a fait monter une mayonnaise artificiellement, qu'il y a tout un monde médiatique qui est complètement mais derrière lui, mais de façon incroyable. Je me demande à quel moment justement ça va desservir presque d'avoir à ce point-là le système avec lui. Quand il y a Macron, je vous dis systématiquement, je pourrais faire des débunkages tous les jours quand vous faites le traitement de l'actualité de Macron par rapport aux autres. On vous montre à chaque fois Macron sous un angle positif, où on vous explique qu'il a fait une proposition, etc. Il y a toujours quelque chose de positif. Après, on vous parle de Fillon. Alors, Fillon, c'est pareil, c'est Kalachnikov sortait sa canarde, artillerie lourde et tout. Marine Le Pen, je vous en parle même pas, ça aussi, on va en parler. Et puis, il y a la gauche. Alors, la gauche, on la descend pas, on dit, bon, ça décolle pas, etc. Mais alors, c'est saisissant, on vous montre toujours des passages, des extraits où ils vont parler, eux, par contre, de Marine Le Pen, ils vont critiquer, etc. Et donc, c'est comme ça. Mais Macron, lui, il est toujours au top, même quand il y avait le feu, là, il y avait des histoires avec en même temps Fillon, en même temps Marine Le Pen, avec les histoires de mise en examen, et qu'elle, elle voulait pas y aller, puis c'était repris sur toutes les chaînes, etc. Il y avait eu un échange vif, on a vu Anne-Sophie Lapix et Philippot à C'est à vous, où clairement, on voit qu'il y a eu une offensive des médias voilà, qui était contre eux, et pendant ce temps-là, je vous dis, quand ils nous présentaient un extrait de Macron, dans dans le journal qui fait un compte-rendu de chaque candidat, et ben Macron, c'était ah ouais, voilà, et pendant que les autres s'écharpent, lui, il avance, et il fait son programme, et il va ci, et il va là-bas, et il fait ci, et il fait ça. Mais c'est incroyable. Ouais, à quel point, je sais que le Front National s'en est pris à ça, ils en ont parlé de Patrick Drahi, ils ont parlé aussi Bernard Mourad, etc., tous les gens qui sont autour hein, de Macron, de Drahi, des grands financiers qui clairement le soutiennent. Et c'est vrai que les journalistes, ils ont beau se dire non, c'est faux, ils récusent totalement tout ce qui est dit sur le sujet en disant non, nous on est objectifs, etc. Mais il suffit que vous analysiez, je vous assure, le traitement, parce que des fois, c'est pas une question, c'est vrai, de temps de parole. À la limite, ils parlent autant des uns que des autres. Mais c'est la façon dont on parle de vous, la façon dont on vous montre. Quand on a vu, par exemple, regardez l'histoire de Macron qui a pris un œuf au salon de l'agriculture, ça a fait viral sur Internet avant qu'ils osent évoquer le sujet dans les télévisions. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire quand ils n'ont plus les moyens réels de cacher, après, ils vont en parler comme ça au grand public. Mais même dans cette affaire de salon de l'agriculture, observez bien comment ça a été présenté et qu'est-ce qu'on retient. On nous a montré un Fillon hué, conspué, alors ça on l'a vu sur toutes les chaînes. Le Macron, il a fallu qu'on le découvre sur Internet qu'il s'était mangé un œuf et qu'il a été aussi conspué. Hollande, on a eu le droit au titre Hollande conspué, mais 2 secondes, on ne nous a pas montré l'ampleur, on ne nous a pas montré les dégâts. Hollande, c'est phénoménal. Il a été jeté, mais littéralement. On a un président qui est plus en mesure de se présenter comme ça, quand même, devant le public, devant le peuple. C'est terminé. Hein, c'est terminé. Là, il est au centre de l'agriculture, c'était une catastrophe. Et la catastrophe, justement, de Hollande au centre de l'agriculture, elle a été minimisée. Vraiment, les médias ont minoré nos... Oui, Hollande a un peu chahuté, un peu bousculé. Voilà, tout d'un coup, on te sort tous les euphémismes du placard pour dire non, non, mais oui, un peu, etc. Non, c'est une catastrophe. Et par contre, pour le coup, et ça, c'est pareil, c'est une réalité, Marine Le Pen, elle a été accueillie, acclamée, quoi, chez les agriculteurs. Voilà, donc c'est une réalité, mais on ne... Voilà...
on va toujours jongler. Donc c'est vraiment l'angle, comment on nous présente les choses et comment ils veulent vous enrober voilà, une certaine vérité. Hein. Et bon, j'ai vu aussi que l'UPR avait 480 signatures, c'est vraiment alors là, assez mémorable si Asselineau arrive à se présenter dans l'élection. Non pas qu'il ait effectivement les chances d'être élu, ça ce serait quand même assez incroyable, mais non, ce serait plutôt qu'il va ramener des débats dans cette campagne et qui va forcer finalement, s'il est au premier tour, à nous mettre sur le plan de ce que défend l'UPR, c'est-à-dire l'Union européenne, et ce débat sur la sortie de l'Union européenne. Or, c'est très bien parce qu'il y a le Front National qui en parle, il y a, on va dire, Mélenchon qui en parle, et on va pouvoir confronter, effectivement, si on a un Asselineau en face d'un Mélenchon, d'une Le Pen, eh ben, les arguments du réel des uns et des autres. Et là, pour une fois, ça rend moins de l'intérêt et du fond politique, quoi, qu'on arrête de parler, parce que pour le moment, dans cette campagne, ce qu'on voit, c'est qu'on ne parle pas assez, pour moi, des questions de fond. Mais bon, ça a été certainement voulu, parce que les enjeux sont réels, les enjeux sont terribles. Vous vous rendez compte que, pour moi, on arrive à des enjeux qui dépassent les simples choix politiques au sens d'un changement qui serait quelque chose sur lequel on pourrait revenir. Non, parce que ce sont des choix civilisationnels qui nous mènent à des décisions qui semblent avoir des conséquences irréversibles. Donc, à partir de là, cette élection, elle n'est pas au hasard, elle n'est pas anodine, et comment dire, ce qu'on va mettre tout ça dedans, eh ben je veux dire, tout ce qui est porté, en fait, tout ce qui est sous-jacent aux véritables enjeux, eh ben, ça dépasse largement ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Non, c'est très, très, très important. Cette élection est une élection clé, et surtout, tout le monde entier nous regarde. Le monde entier regarde la France et s'interroge sur qu'est-ce qui va se passer en France. Parce que la tendance, évidemment, qu'on appellera anti-européenne, parce que même l'UPR, ils vont passer leur temps, j'espère, à ne pas se défendre sur les plateaux pour dire « Attention, on n'est pas le Front National, etc. » J'espère qu'on pourra parler de fond, parce que c'est ce qui va leur arriver. Parce que dès que partout ils vont aller, on va leur dire « Ah oui, mais vous êtes comme le Front National, il n'y a pas de différence. En gros, pourquoi voter pour vous et pas le Front National ?» Machin, etc., etc. Enfin, ils vont passer certainement beaucoup de temps à se défendre là-dessus. Mais le fond du fond, ça va au moins ramener clairement cette conception, on va dire, parce que là, c'est deux visions qui s'affrontent. Il y a d'un côté, pour moi, vraiment, les mondialistes, les patriotes. C'est tout. C'est comme ça que ça va se définir. C'est comme ça que les camps, de toute façon, vont se dessiner. C'est comme ça que les camps vont s'articuler. Et cette élection, comme elle a mis en lumière, elle a mis en exergue les grandes contradictions. C'est pour ça que les partis, je vous dis, c'est pas une élection comme les autres. C'est que les grandes contradictions, à droite comme à gauche, parce que la droite et la gauche, ils portent des très très grandes contradictions à l'intérieur même de leur parti. Et d'ailleurs, contradictions qui sont en train d'exploser au grand jour à cause des primaires, à droite et à gauche. Justement parce qu'on voit que ces fameux courants, c'est même plus des courants, ce sont des gens qui deviennent contradictoires, et pourtant qui sont au sein d'une soi-disant même famille politique, et pourtant qui n'ont pas du tout les mêmes choix optionnels. Mais vraiment, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein, entre même Fillon et Juppé, qu'est-ce qui a fait la différence? On sait très bien, bah c'est la même contradiction qui traverse la droite qui fait la différence entre un Fillon et un Juppé, c'est que la droite, d'un côté, vous avez cette droite qui s'est vidée de sa substance gaulliste depuis Sarkozy et qui est complètement acquise à l'atlantisme, au mondialisme économique, et qui tente de conserver le patriotisme culturel, la conservation du culturel. Or, pour moi, c'est un mensonge, une chimère, parce que c'est quasi impossible de lier les deux. Pour moi, le mondialisme économique, surtout la façon dont nous, en plus, on plonge avec l'Union européenne, il est complètement, mais alors, complètement imbriqué avec ce mondialisme culturel. C'est un monstre à deux jambes. On ne pourra pas avoir l'un sans l'autre. Et donc, c'est contradictoire de dire on va se garder, on va défendre l'idée d'un patriotisme culturel d'un côté, et on va défendre l'idée d'une mondialisation économique, donc une ouverture à tout va. Mais non, parce que cette ouverture à tout va, pour moi, elle va mener, elle va de pair avec cette mondialisation culturelle. Et à gauche, eux, c'est pareil, ils ont la même contradiction, puisque vous allez avoir, cette fois, les gars de gauche qui refusent, cette fois, là, qui disent « ouais, on va rester dans l'Union européenne », mais qui se plaignent de toutes les conséquences
de ce mondialisme économique et qu'acceptent le mondialisme culturel, mais en revanche, qui te disent, ah non, la laïcité, voilà, qui sont anticléricaux, parce que les discours d'extrême gauche sont plutôt anticléricaux, ils le sont même profondément. Hein, allez voir certains discours de Mélenchon, les discours de Nathalie Arthaud, allez voir Nathalie Arthaud, elle a des discours anticléricaux, clairement, mais affichés. Et c'est le cas aussi d'une partie de cette centre-gauche à la Valls et compagnie, et qui est complètement différente de la ligne Hamon, qui n'a plus rien à voir. Donc là, ils sont complètement mais en déphasage total. Hein. Et en plus, Hamon, il porte aussi sa contradiction totale de ce même acceptation d'un... Comment il va faire pour à la fois dire « je vais défendre les pauvres, je vais faire du social » dans un mondialisme économique. Puisque de ce mondialisme économique, par définition, pour qu'il s'applique, et ben justement, il faut enlever le social. C'est comme ça qu'il peut s'appliquer. Donc, ça ne va pas. Et ces contradictions, bah, dans les élections, enfin, c'est en train de se passer, elles sont en train d'éclater au grand jour. C'est pour ça que les partis, ben, on va voir s'ils survivront même, ou ils se fractureront pas en deux entités avec tout ce qui va les traverser. Ou alors, il y en a un qui reprendra la barre, il va imposer sa vision à tout le monde. Bon, hein, en général, à droite, c'est plutôt comme ça que ça se passe. D'ailleurs, la droite, ça fonctionne bien quand c'est comme ça. À droite, il faut un grand chef, et puis tout le monde la ferme, comme du temps de Sarkozy, tout le monde marche dans le rang. Celui qui marche pas droit, je vais te dire, il prend un coup de savate, et l'histoire, elle est réglée. Hein. Mais quand il commence à droite, à plus avoir un chef, qu'il commence à avoir 4-5 chefs, voilà, on voit ce que ça donne. À gauche, il est temps que la gauche, ben, c'est qu'elle se ressente, quoi. C'est soit elle accepte, elle bascule vers le social-libéralisme total, et à ce moment-là, il faut qu'il fasse un grand parti et qu'il s'allie avec Macron, avec Bayrou, avec machin, et c'est ce qu'ils appellent le social-libéralisme, avec Ségolène Royal et compagnie, puisqu'ils sont sur cette ligne, et puis qu'ils fassent un truc de gauche-gauche réellement, mais à ce moment-là, qu'ils intègrent carrément le front de gauche, puisqu'ils sont carrément sur la même ligne, et qu'ils fassent une nouvelle entité. Mais ça, la contradiction interne, elle peut plus durer, parce qu'ils vont quoi? Ils vont... Qui va prendre le parti? Parce que si la ligne Valls qui gagne, parce que là, pour le moment, vous avez vu, Valls, pareil, c'est quand même étonnant, ces primaires socialistes, les mecs en sont à se demander qui ils vont soutenir. Il n'y a pas d'évidence. On a vu, oui, Valls, il rattrape ses troupes, parce que... les mecs veulent aller soutenir Macron, donc il n'y a pas d'évidence. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas soutenir Hamon, ils ne sont pas sur la même ligne. Même d'un point de vue économique, hein, ils sont plus du tout sur la même ligne. Je veux dire, à Hamon, c'est vrai qu'il est plus proche à la limite d'un Mélenchon. Il pourrait trouver plus de ressorts, en tout cas avec Mélenchon, qu'avec Valls. C'est évident. Ils ne sont plus du tout sur la même ligne. Ça n'a plus rien à voir. Et la ligne elle-même de Hamon est intenable en plus sur certains aspects par rapport à la ligne de Mélenchon, puisque Hamon, lui, ça reste une espèce de critique de l'Union européenne, mais qui n'a pas de sens, parce que oui, bah, l'Union européenne, faut la changer, etc. C'est que des vieux pieux, c'est que des incantations, mais ça n'a pas de sens. Hein. Voilà, quand bien même, c'est un peu d'ailleurs aussi, même comme Macron, quand toutes ces propositions, je vais imposer un gouvernement économique européen, je veux dire, il va falloir changer les traités, ça se fait à 28, hein, c'est pas la France, c'est même Macron président qui va imposer à l'Allemagne, au Danemark, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est à un moment donné, dans le débat, cette réalité, ça je pense que ce sera le rôle d'Asselineau, et qui le fera très bien, on peut lui faire confiance, qui va ramener ce principe de réalité dans le débat face, en fait, aux décisions et aux propositions qui sont faites. Parce qu'à un moment donné, pour qu'il y ait du vrai réalisme politique, il faut aussi que ces questions-là, elles soient prises en compte, parce que sinon, on parle dans le vent. Et ça, c'est c'est pour ça que cette campagne, elle n'est pas comme les autres, finalement. Elle va peut-être permettre enfin de ramener les vraies questions à un plan national. Ce dont j'ai jamais douté, parce que finalement, même, vous voyez, un Asselineau dans une élection présidentielle, c'est malgré lui peut-être, parce qu'il réfuterait certainement l'appellation, mais il est le représentant quand même de cette nouvelle opinion publique. Il la représente, il sera dans la continuité, c'est-à-dire, vous voyez, de toute cette effervescence, en fait, de la base, qui finit par remonter et percer la chape de plomb. De toute façon, le plancher est tellement pourri que tout ça va finir, évidemment, par s'effondrer. Ça me paraît évident. Voilà, donc j'allais voir un peu ce que je vous dis, parce qu'après, on va dire, ouais, je vous zappe carrément, quoi. Voilà. Alors, on me dit, n'est-ce pas incroyable que pour les puissants, on peut repousser l'affaire à 3-4 organismes ou instances différentes, parquets ou je ne sais quoi appelant tout ça, alors que pour le Pékin moyen, ce serait correctionnel, point barre, et tout serait réglé en un après-midi. Ah oui, certainement, mais il y a aussi des principes
de respect de la séparation des pouvoirs. C'est obligatoire, sinon ça voudrait dire qu'il y a une justice politique, et ça y ressemble fort. Et ça, c'est pas non plus souhaitable, parce que pour le moment, en France, on sait très bien que les procureurs qui sont sous l'autorité du ministre de la Justice, eh ben, oui, ils prennent des directives, et puis c'est pas, ils font pas ce qu'ils veulent, et puis on leur dit d'attaquer, on leur dit... Donc la justice, c'est politique. Il faudrait qu'en France, on ait une justice, enfin, qui soit réellement indépendante. Indépendante, ça veut dire que, pour moi, on devrait faire rentrer le maximum les citoyens dans les tribunaux. Il devrait y avoir comment dire, des retransmissions en direct. C'est possible, on a les technologies, c'est juste qu'il faut investir. Enfin, à un moment donné, qu'on investisse les moyens. Parce que les moyens de la justice, vous savez, il y a des secteurs comme ça qu'il faut qu'on arrête qu'on sorte de la mentalité marchande. Et c'est normal parce que c'est pour le bien commun de la société. La santé, l'éducation, la justice, ça ne doit pas faire l'objet d'une marchandisation parce que c'est essentiel pour le bon fonctionnement, c'est essentiel pour la salubrité générale. Donc, pour moi, la justice, on ne devrait pas avoir ça. Voilà, la justice doit avoir tous les moyens en France, des moyens considérables, à la fois technologiques, pour qu'elle puisse s'assurer sainement et pour que aussi le pouvoir, parce que les magistrats ont tendance, et ça c'est le sentiment général aussi pour beaucoup de gens, des fois à appliquer la loi selon eux, leurs convictions, leurs idéologies, et non pas selon justement ce qui devrait être l'idéologie du peuple. Je parle en particulier en matière de délit de presse, où on voit qu'il y a une systématisation de l'attaque de tous ceux qui veulent s'exprimer sur des sujets, qui sont attaqués, traînés. Donc c'est une façon de vous faire taire. Voilà maintenant la nouvelle, comment dire, la nouvelle norme en fait pour attaquer les opposants politiques dans nos sociétés, c'est par ces voies judiciaires. Donc précisément, il faut que dans ces voies judiciaires, elles soient complètement indépendantes, parce qu'elles sont aussi les garantes de la démocratie. Je veux dire, elles sont même les reines de cette démocratie. C'est la clé. C'est par là. La démocratie, ça commence par l'application de cette justice. Et donc, pour moi, l'institution judiciaire, elle devrait être réformée dans le sens où on devrait faire rentrer le maximum des jurys populaires, y compris dans les tribunaux correctionnels. Et on ferait rentrer aussi les caméras qui viendraient nous retransmettre en direct, qu'on puisse voir ce qui s'y passe, qu'on puisse, nous aussi, puisque c'est une justice qui est rendue au nom du peuple français, que le peuple français, il y soit complètement acteur. Quand vous allez à la justice, vous rentrez dans un tribunal, vous vous assurez, vous avez toujours ce sentiment d'être complètement extérieur. Mais même quand vous n'avez rien fait, c'est ça le problème. Et en matière de délit de presse, précisément, le fait, vous voyez, c'est complètement arbitraire. C'est des gens qui pensent que vous avez l'intention de dire et de faire. Vous voyez, on n'est pas dans des faits caractérisés, établis. J'ai volé quelque chose, j'ai tapé quelqu'un. Non, non, là, on parle de choses. Oui, vous avez pensé ça, donc vous avez écrit ça parce que vous aviez l'intention de dire ça. Vous voyez, on est dans des choses comme ça. Donc là, c'est des choses qui mériteraient que ce soit la pensée populaire qui s'exprime sur ces questions-là, et pas des magistrats politisés, parce qu'ils ne peuvent pas dire, les magistrats qui ne sont pas politisés. Vous connaissez, on a beaucoup parlé, le mur des cons, on sait très bien qu'il y a des consignes entre magistrats, c'est comme ça, voilà, on le sait, tous les témoignages qu'on a de tous les avocats, les dysfonctionnements ici, vous avez vu le nombre d'avocats qu'on a reçus, Maître D'Angléan, Maître Paris, etc., qui sont venus vous expliquer, mais ces dysfonctionnements incroyables. Je veux dire, il y a des scènes qu'on a vues complètement surréalistes quand même, et qui concernent la justice, et pour lesquelles on aurait pu quand même espérer que, je sais pas, que le ministre de la Justice s'emparera des affaires, au moins le minimum, puisque c'est quand même des choses qui sont incroyables. S'il n'y a plus de justice, il y a un dysfonctionnement à ce point-là de la justice dans notre pays, pas étonnant que tout le reste de la société il soit en détérioration. Voilà. Donc la justice, d'ailleurs, qui a beaucoup de mal à fonctionner. Vous avez vu, avec Macron, ils ont répondu, le parquet national financier, puisque en ce moment, toutes les voix se lèvent en disant, oui, il a sa fameuse déclaration de patrimoine, sur laquelle c'est pareil établi qu'il a menti. Pareil, lui aussi, il aurait oublié des prêts, des machins, des trucs. Il y a eu des articles même dans le Canard enchaîné, mais la justice ne s'est pas emparée, le fameux parquet national financier. Madame Oulette, l'amie de Madame Taubira, elle ne s'est pas emparée de l'affaire, et elle a dit, j'attends qu'il y ait d'autres éléments. Pourtant, il y a quand même un livre
qui est sorti, il y a des éléments, il y a une déclaration de patrimoine établie qui est fausse, clairement, en tout cas qui mérite des explications, puisqu'en gros, je vous explique qu'il y a 3 ans, le bonhomme, il a gagné des millions d'euros, et puis 3 ans après, il lui reste quasiment plus rien, il lui reste un tout petit peu, il lui reste 230 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, pour le coup, voilà, les gens comment dire, qui ont laissé cette somme, ils se disent, bah attends, le mec, il a dépensé un SMIC, tu vois, chaque jour pour arriver comment dire, à ce montant-là qui lui reste. Donc du coup, on se dit, bah l'argent, il a dû le mettre quelque part, il l'a pas déclaré, etc., etc. Donc bon, bah voilà, tout ça, en tout cas, ils ne s'en emparent pas, ils en attendent des éléments, ils sont soudain un peu moins pressés, un peu moins prompts, et on comprend donc que, bah il a tout un système quand même derrière, voilà, qui soutient, et je pense qu'il nous a mis un Macron pour les sauver eux-mêmes, parce qu'il leur reste plus grand-chose, quoi. Hein, et donc, peut-être bien qu'un Fillon donne des gages et des garanties, puisque voilà, on connaît le parcours du personnage aussi, hein, lui-même, il le dit qu'il a été au Bilderberg et compagnie, puis on voit bien que c'est avec Henri de Castries à ses côtés et compagnie, c'est pas non plus le roi de l'antisystème, mais peut-être bien qu'il serait un peu plus conservateur qu'un Macron, et qui nous emmènerait pas comme ça, allons-y à grands pas vers le grand fédéralisme, hein. Peut-être qu'il y aurait des réticences. À ce moment-là, Macron est un meilleur quand même candidat du point de vue de la fusion fédérale, hein, qui est tellement rêvé par ces européistes qui nous expliquent que si les gens détestent l'Europe, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, faire encore plus d'Europe, voilà. Il nous explique que oui, alors qu'on a l'heure où quand même la France, hein, elle se pose cette question sur l'Union européenne. Cette question, elle arrivera de plein fouet dans cette campagne, c'est évident. Il se pose la question en Hollande, vous savez, où il y a les élections aussi, avec un certain Geert Wilders, détesté aussi, etc. Je sais, c'est un horrible blond, islamophobe, il a tous les qualificatifs du monde, et lui aussi hein, est plutôt très europhobe, comme on dit, hein, c'est les phobes, vous allez voir, il y a des phobes de partout, donc voilà, lui aussi, il cherche, certainement, peut-être, il va vouloir faire un référendum. En tout cas, la Hollande se pose la question, on se pose la question, vous savez, la Finlande s'est déjà posé la question, donc l'Irlande aussi se pose la question, donc on est une période de doute, hein. En Europe, on se pose beaucoup de questions, et l'élection française, je pense, sera une clé déterminante pour l'avenir de tout le reste du continent. Et l'élection française, voilà, ça va avoir beaucoup d'incidence, en tout cas, sur le reste, et sur quel va être, qu'est-ce qui va se passer, en tout cas, en France et dans le reste du continent européen, et en particulier dans l'Union européenne. Alors, vous me dites quoi? N'est-ce pas incroyable que les puissants ont pu repousser l'affaire? Oui, ça, je l'avais lu. Que penses-tu de Marine Le Pen? Dit qu'il faudra demander une autorisation pour rentrer en France, mais également pour sortir des frontières, il faudra une autorisation pour aller en vacances. Bah ça, je sais pas trop, je n'ai pas vu cette mesure-là. Bah, une autorisation à qui pour sortir de France? Certainement au pays dans lequel on se rend. Ça, c'est un peu déjà le cas. Quand vous vous rendez ailleurs, il faut bien un visa ailleurs. Après, qu'il faille demander une autorisation à qui? Aux Français pour sortir de France, donc ça risque d'être extrêmement compliqué administrativement. Après, qu'il y ait certains pays, peut-être, qu'il y ait certains pays qui soient classés sur lesquels on demande une autorisation, c'est une façon aussi de freiner ces gens qui veulent partir, faire le djihad quand même, quoi. Il faut prendre des mesures. Donc si c'est dans ce sens-là, c'est peut-être de freiner pour certains pays le fait de sortir de France. Après, quelle est la possibilité pour chaque personne qui veut sortir de France, qui veut demander autorisation, j'ai beaucoup de mal à le croire. Parce que, après, que quelqu'un qui vienne en France, on demande l'autorisation, mais ça devrait être du bon sens. Alors ça, ça va être du bon sens. Un pays, il doit avoir la maîtrise de ses frontières, et puis on doit pouvoir savoir qui rentre et qui sort du territoire, quand même. C'est le minimum, c'est quand même le minimum, qu'on sache que vous êtes, qui rentre chez vous, hein. Et puis, si vous êtes sorti, accessoirement, qu'on sache que vous êtes sorti. De toute façon, je veux dire, aujourd'hui, bon, si vous sortez pas de l'Europe, voilà, vous pouvez voyager comme vous voulez. Après, vous sortez hors d'Europe, de toute façon, on va le savoir. Si vous allez prendre l'avion, voilà, à moins que vous partez à la nage dans l'autre sens, du coup. Mais voilà, on va forcément le savoir. Si vous allez voyager avec des moyens d'aujourd'hui, on va le savoir. Vous allez prendre un billet de train, un billet de machin, on va le savoir. Donc forcément. Après,
qu'on vous empêche de le faire, ça c'est autre chose, qu'on le sache. Bon, de toute façon, oui, on sait que vous avez pris un billet pour partir, bon, après tout. Mais qu'on va empêcher les gens de partir et de voyager, non, ça, j'y crois pas du tout, quoi. Maintenant qu'on empêche les gens d'arriver, et c'est-à-dire qu'il y ait des vraies restrictions sur l'accueil des gens, ça me paraît du bon sens. Ça me paraît du bon sens. Au moins, on sait qui rentre chez vous, on sait... D'ailleurs, je veux dire, le projet des souverainistes ne propose pas autre chose. Dire, si vous écoutez même dans le projet de l'UPR, ils vont reprendre les frontières. Reprendre les frontières, c'est bien pour exercer un contrôle. Et donc, en sortant des traités européens, en exerçant ces contrôles, ils s'effectueront à la fois sur les capitaux, les marchandises, mais aussi sur les humains. Faut pas rêver, sinon ça n'a aucun sens. Sinon, ce serait idéologique, on fait des frontières juste pour les capitaux, les humains. Et puis, il n'y a pas de frontières pour les hommes. Non, il y aura des frontières pour les hommes, parce que c'est comme ça. La frontière est une protection naturelle et conserve l'équilibre d'une société. C'est tout, c'est pas du racisme, hein, comme veulent le prétendre certains, qui veulent tout ramener sur une question racialiste, parce que dès qu'on va leur parler frontières, eux, dans leur tête, il y a tout l'amalgame, hein, leur mot préféré qui se fait, avec des petits égales partout, frontières égale raciste, égale extrême droite, égale facho, égale Hitler, égale chambre à gaz, égale... Voilà, hein, donc celui qui veut la frontière, c'est la réminiscence du Troisième Reich. Non, la frontière, c'est juste une protection naturelle. Une frontière, c'est comme la peau, c'est fait pour rentrer et sortir, c'est tout. C'est quelque chose qui est perméable. C'est pas une frontière fermée, mais sauf que vous contrôlez. Et il y a des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire, et ben je vois pas pourquoi ils seraient sur le territoire, parce que ça se passe comme ça partout ailleurs sur la planète. C'est pas une invention française. Hein. Demain, si moi, en tant que Français, je vais me retrouver au Malawi et j'aurai pas de visa, les autorités du Malawi vont me prendre, me remettre dans un avion et me renvoyer en France. Et elles vont dire, il n'a pas séjourné sur notre territoire, il n'est pas en règle. C'est comme ça partout, et c'est normal. C'est ça la normalité. Il n'y a qu'en Europe où on vous explique que non, quelqu'un qui vient, il n'a pas de papier, ah bah t'es forcé, non, il faut que tu l'accueilles, tu lui donnes un salaire, que tu le payes, que tu le machin. Mais ça c'est quoi? C'est au nom de l'humanisme, de prétendu humaniste. Alors je dis ça parce que c'est souvent les humanistes, hein, les gens de gauche qui vous prétendent, oh, c'est humaniste et tout. Alors d'accord, l'humanisme, je suis pas un inhumain, je suis pas une bête sauvage en disant que les gens, faut les crever ou quoi, non, mais un peu de bon sens et un peu de réflexion, justement encore un peu de philosophie lorsqu'on aborde ces questions-là. Et là, on voit bien que c'est pas seulement le côté du pathos de « ouais, faut accueillir l'humain », non. C'est qu'à un moment donné, dans ce cas, pensons les choses hein, en grand et de façon macro, et pensons que dire, alors s'il y a une solution, il faut la trouver sur place aussi. Alors on sait quelles sont les conséquences, pourquoi, et puis n'oublions pas les ressorts aussi qui sont provoqués, parce que la crise des migrants, à la fois c'est un phénomène qui tient de toutes les problématiques liées aux guerres, liées à l'économie et liées évidemment au sous-développement de certaines parties du monde, mais c'est lié aussi au fait qu'il y ait une organisation et des gens qui influent à très haut niveau pour aussi fabriquer ce problème en lui donnant tous les aspects juridiques, logistiques. Il y a des associations, par exemple, vous savez, qui sont, par exemple, en Israël, il y a Israël qui est spécialisé dans l'obtention des statuts de réfugiés pour les migrants. Je trouve ça, c'est un peu le mec qui vous plante un couteau dans le dos. Et il y en a plein, des associations de George Soros. Donc tous ces gens-là, ils participent bien quand même d'une invasion, le terme dérange, mais pourtant, je veux dire, quand vous avez des personnes en grand nombre qui arrivent et que vous n'avez rien demandé, ça s'appelle une invasion partout, enfin, c'est le français qui est comme ça, et que à ça, on répond aux gens, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Et puis si vous ne voulez pas les accepter, vous êtes des horribles racistes. Voilà, ça c'est le chantage affectif qu'on vous... voilà, qui vous pend au nez dès que vous voulez parler de ces questions-là. Et puis, de toute façon, dès que vous n'êtes pas en accord avec la doxa, je vous dis, vous êtes d'extrême droite, facho, machin, etc. Pour ma part, étant métis franco-africain, on va me rejeter sans cesse, mes détracteurs, mon africanité, pour reprendre leurs éléments de langage à eux, comme ils aiment le rappeler. Je serais un traître à Mara, je roulerais pour les Blancs, etc. Enfin, des choses qui sont assez impressionnantes de débilité, de bêtises,
bêtises, hein, puisque ce sont des gens qui ramènent sans cesse, donc aucune argumentation, mais qui sont dans, eux, la racialisation permanente, et en plus au nom de la victimisation, et au nom vraiment d'un tribalisme, voilà, d'un réflexe purement tribal. Je ne vois pas d'autres explications, même si le mot, il ne l'apprécie pas. Voilà, moi, je m'attache au mot du français, contrairement à d'autres qui s'en foutent, on le verra tout à l'heure. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Et je sais que ça va être au centre du débat, aussi, cette question-là, parce que les choix civilisationnels, ils sont devant nous. On le sait très bien, le choix du mondialisme, c'est pas justement que ce choix de l'économie ouverte, comme on aime l'appeler, d'où les Français ne seraient pas attachés à l'économie ouverte. Bien sûr que si, les Français ils veulent l'économie ouverte, mais ils ont le sens de la protection de leurs intérêts nationaux. Or, les intérêts nationaux français, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est raciste. Donc, défendre un intérêt national, c'est raciste, parce que vous défendez l'idée de la nation. Et si vous défendez l'idée de la nation, vous défendez les Blancs. Et si vous défendez les Blancs, vous êtes un horrible raciste, puisque tous les Blancs sont racistes dans l'idéologie antiraciste. Voilà. Donc, vous voyez, on fait des égales, ça va très très vite, hein, ça va très très vite. Donc, très vite, vous vous retrouvez à basculer de l'autre côté. Et dans leur idéologie qui nous impose et qu'on voit, hein, voilà, parce que pour moi, un Macron, hein, il symbolise parfaitement la destruction de la tradition au nom du progrès. D'ailleurs, il se définit lui-même comme un progressiste. Donc ce progrès, c'est une fuite en avant constante dans la destruction toute la tradition, de tout ce qui a été l'héritage donc de la culture. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui proposent, in fine, vous savez, qu'il n'y ait plus d'héritage. C'est dans le programme de Macron, ça aussi, hein, que l'héritage sera hyper taxé parce que c'est une inégalité. Vous voyez, attendez, vous avez hérité, pas moi. Donc c'est une inégalité. Donc on va taxer les héritages, on va taxer maintenant l'héritage à tel point que les gens ne vont même plus hériter parce que ça deviendra impossible puisque vous devrez payer plus cher que la valeur pour pouvoir toucher le bien. Donc ça n'aura plus de sens. Et ça va être... C'est ce qui va se généraliser. Vous savez, il veut aussi créer une taxe, un loyer pour les propriétaires parce que, au nom qu'eux ne paieraient pas de loyer. Vous voyez, hein, c'est oublier que peut-être le propriétaire, il a mis 20 ans, certainement, ou 30 des fois, pour s'acheter son logement. Donc quand l'autre, effectivement, le locataire, lui, payait un loyer, le propriétaire, lui, payait aussi un loyer à la banque. Voilà. Donc il faut quand même remettre les choses en place. Ces gens-là vont tous ceux qui veulent voter Macron, j'espère qu'ils s'aperçoivent de ça, hein, de ces changements de société que Macron, il nous emmène donc vers ce libéralisme total économique voulu par Attali, prophétisé même, hein, quand on voit toutes ces vidéos d'Attali, dans lequel, au nom de l'égalité, il n'y aura plus d'héritage, au nom de la liberté suprême, qui a déjà commencé avec le Parti Socialiste, mais que voilà, on va aller encore plus. Donc c'est cet homme nouveau qu'on vous vend, donc qui n'a plus de tradition, plus de religion, plus de nation, plus de culture et plus de sexe. Hein. On lui a tout enlevé. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est un homme nouveau, une femme nouvelle ou quel genre nouveau, voilà, on ne sait pas, on ne sait plus, voilà, et c'est ça ce projet quelque part que porte Macron, vraiment de ce mondialisme dans toute sa splendeur, donc culturelle, économique, avec, vous savez, la glorification. On en avait parlé l'autre fois avec Christian Kemschwing, c'était très intéressant du point de vue économique, justement comment ce qui est interprété comme le suprême de la technologie avec la numérisation et ces métiers qui disparaissent, était en fait une absolue régression cachée derrière cet outil technologique qui fait très propre, mais qui était une régression sociale absolue dans tous les sens du terme. Et c'est ce qui est voulu. Et même demain, de plus en plus, avec, vous avez vu, ça avait déjà commencé avec un peu ce statut d'auto-entrepreneur, mais qui va s'étendre, puisque demain, vous avez vu, on va faire les facteurs, vont faire passer le permis, les profs vont devenir, j'en sais rien, on va leur demander de réparer les radiateurs, etc. C'est ça le monde qui est voulu hein, par M. Macron et qui vous vend à longueur de temps, et dont certains, semble-t-il, succombent aux sirènes au nom justement du fameux progressisme, au fameux modernisme, au nom de ce qui
pour eux, symbolise ces valeurs, voilà, qui seraient l'alpha et l'oméga de la modernité. Et si vous n'y adhérez pas, vous êtes un oblibe ringard, conservateur et peut-être même un fasciste. Voilà. Et donc, c'est ça le monde qui nous est présenté face. Vous verrez que même l'UPR n'échappera pas à ça. Ils seront catalogués dans le camp des fascistes. Il faut qu'ils s'y attendent déjà à l'avance. Il faut qu'ils anticipent les coups en se disant pas qu'on va être catalogués du côté des gentils mondialistes. Non, non, ils seront des horribles méchants fascistes qui cherchent voilà, à tout simplement sauver leur pays. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Ceux qui me disent oui, mais la France, on en est à sauver la France. C'est la France qui est attaquée. C'est vraiment sauver le pays. Je veux dire, et si on a un Macron président, je ne peux pas vous imaginer, c'est que là, on va voilà, droit dans le grand mondialisme, et pour le coup, on va vers le conflit interne, en tout cas la fracture va être encore plus forte que ce qu'elle a jamais été. Mais ça, je ne m'inquiète pas. On va voir comment cette élection, de toute façon, personne ne fera de prédiction ce soir. Surtout pas moi, peut-être vous, mais on va suivre ça avec attention, voilà. Alors, allez, j'en reprends vite fait une ou deux questions avant qu'on fasse la pause. On me dit, te pas journaliste insider à la 17e, penses-tu mettre des caméras, risque de calmer les ardeurs des procès à répétition? Certainement pas, il faudrait pas s'amuser à faire un truc pareil, c'est strictement interdit. Le gars, il me donne des mauvaises idées de, non mais, va dealer du shit au procureur pour voir et tout. Non, faut pas faire de trucs comme ça, filmer, enregistrer, voilà, c'est un coup, non, je m'aventurerai pas à risquer, je suis déjà dans la ligne de mire et dans le viseur. Tu veux juste accentuer mon cas en me faisant proposant ce genre de truc. Alors, on me dit, combien tu penses que l'UPR peut capter d'électeurs lors de l'élection? Alors ça, c'est pareil, c'est du Madame Irma, je ne pourrais pas le dire. Moi, je pense que ça va dépendre des prestations qui vont être faites. On sait qu'on va les voir apparaître dans les médias probablement très bientôt, on verra Asselineau et peut-être même d'autres membres de l'UPR, et ben c'est ça qui va être, c'est là qu'il va falloir jouer leur va-tout pour convaincre les gens, c'est tout. Après, ils ont des idées, ils ont une philosophie, bon, ce sera pas facile, il faut pas qu'ils pensent que les médias vont leur ouvrir la porte de force un peu, puisqu'ils vont un peu faire le forcing du fait que Asselineau a les signatures, donc s'il a les signatures, ils seront obligés de les inviter, mais ils ne seront pas tendres avec eux, on sait très bien, il faut qu'ils se préparent à tous les coups bas et tous les comment dire, le cuir épais, on va dire, pour pouvoir répondre aux attaques, à mon avis, qui seront nombreuses pour les assimiler à un petit parti crypto-fasciste, etc., en disant, après tout, c'est une espèce d'ersatz du Front National un peu plus cool, enfin bon, ils vont à mon avis, taper dessus dans ce sens-là, donc à eux d'avoir le cuir solide et de ne pas se laisser impressionner par ce discours-là, parce que le public, ça par contre, sera avec eux parce que les gens se laissent moins en moins impressionnés par ce discours-là. Même s'il y en a une grande partie, on a les GG, on en a beaucoup. Malheureusement, même sur Meta, on en a un. On en a beaucoup aussi. Et bon, il va falloir s'y faire à un moment donné, les enfants. Il va falloir écouter, arrêter le déni. Quand vous voyez un tas de merde, arrêtez de nous dire que c'est du chocolat. Voilà. Donc, on va faire la pause. Et puis on va revenir juste après, et puis suivez et restez connectés sur Meta TV, à vous la régie.